On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'augmentation des demandes d'aide alimentaire à la Saint-Vincent-de-Paul-de-Saint-Jean. Mais pendant ce temps-là, on a moins de denrées, puis il y a l'inflation aussi. Donc, c'est vraiment terrible. Mais d'abord, parlons de phénomènes inexpliqués, de paranormal, avec le Joannais Christian Page. C'est toujours intéressant de parler des phénomènes inexpliqués, du paranormal, et c'est d'autant plus intéressant quand on a quelqu'un de chez nous qui est spécialisé dans le domaine et qui roule sa bosse là-dedans depuis 40, 45, peut-être bientôt 50 ans. C'est Christian Page. Bonjour et bienvenue. Salut, Eric. Merci de m'inviter. Bien, ça fait plaisir. Puis sais-tu qu'est-ce qui est drôle? Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui me dit, ben oui, il dit, Christian, il reste à Saint-Jean. Je dis, je ne savais pas, moi. Il dit, oui, il reste pas loin de la trinquette, puis tout ça. Et là, j'ai un ami de radio, Éric Nolin, qui dit, oui, je connais Christian, puis tout ça. J'ai dit, il faudrait bien que je l'invite un de ces quatre. C'est aujourd'hui. Ouais. Puis ça me fait plaisir d'accepter ton invitation parce que pour moi, il y a comme un lien émotif avec la télévision du Haut-Richelieu parce que, et on le disait avant d'entrer en ondes, lorsque j'ai commencé, ma première émission de télévision était à la fin des années 70 à la télévision communautaire du Haut-Richelieu. On était très, très loin de ce que c'est aujourd'hui. Là, c'était vraiment une époque, les débuts de la télévision. Mais quelle école fantastique que ça a été pour moi, ces débuts-là à la télé communautaire. Et ça m'a donné le goût d'être dans le média parlé, radio-télévision. Et aujourd'hui, 45 ans plus tard, je suis ici à te parler encore de cette passion que j'ai de communiquer de l'information. Mais comment le paranormal ou les phénomènes inexpliqués sont arrivés dans ta vie pour que tu t'en fasses finalement une spécialité hors pair? C'est toujours la grande question. J'ai toujours peur que le raconter, les gens vont douter de ma santé mentale, mais bon, disons-le. Il faut savoir que dans les grands pays industrialisés, 50 des gens disent croire aux phénomènes paranormaux. En fait, ce sont les phénomènes qui font appel à la croyance, les deuxièmes en importance, après les grandes religions. Donc, la croyance dans le paranormal. Et sur les 50 des gens qui disent croire au paranormal, près de 30 d'entre eux justifient leur croyance par des expériences personnelles. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Donc, on est en 1976. À l'époque, je revenais de Saint-Paul de l'Île-aux-Noix, que les gens de la région connaissent bien. J'étais adolescent, je revenais de chez des amis, on faisait de l'autostop. Tout était permis à cette époque-là. C'était les années 70. Donc, je faisais de l'autostop. Et il devait être à peu près, je te dirais, 22 heures. C'était le 13 juillet 1976. Et il y a une voiture qui s'amène. J'étais à la sortie du village. Donc, il faut comprendre, essayer de se placer dans un contexte environnemental. Donc, tu as le village, tu as des réverbères qui éclairent assez bien le centre du village, mais dès que tu es sorti du village, pour les gens qui connaissent l'endroit, c'est la route 223. Donc, c'est une route rurale avec d'importants fossés et ensuite des terres agricoles de chaque côté. Donc, je suis là, je marche dans le sens dans la même direction que la circulation automobile. Et là, il y a une voiture qui s'amène. Je tends le pouce. Comme la voiture arrive à ma hauteur, je ne sais pas si j'étais sur la chaussée, le chauffeur me vit à la dernière seconde. Mais quoi qu'il en soit, le véhicule a fait une embardée. Le chauffeur a donné un coup de volant. La voiture a fait une embardée. Le train arrière de la voiture s'est retrouvé dans le gravier. À l'époque, c'était ce qu'on appelait des propulsions arrière, des tractions arrière. Fait que le véhicule se retrouvait dans le gravier. La partie arrière du véhicule a commencé à déraper. Et à ce moment-là, j'étais persuadé que j'allais être frappé par le véhicule. Et comme la voiture arrive sur moi, au moment où je me prépare à subir le choc, j'ai été soulevé du sol, là, littéralement soulevé. Là, je rassure les gens, là, je ne vends pas de médailles. Je n'ai pas parti d'une nouvelle religion, mais j'ai été soulevé du sol. Est-ce que j'ai bondi pour éviter la voiture? Je n'ai pas eu cette impression-là. J'ai vraiment eu l'impression d'être soulevé du sol. Et comme si la gravité n'existait plus, la voiture a passé sous mes pieds. Et je me rappelle encore, puis ça fait plus de 45 ans de ça, je me rappelle encore que quand la voiture est passée, je pouvais bouger mes pieds en me disant, mais c'est quand même incroyable, je flottais dans l'air. La voiture passe, elle retrouve son aplomb sur la chaussée et elle s'éloigne dans l'obscurité. Pendant ce temps-là, moi, je suis retombé dans le fossé qui borde la route. Et je me relève, je vois les phares arrière de la voiture qui s'éloignent. Et au moment où je me dis ça, j'ai l'impression qu'il y a des gens avec moi dans le fossé. Et le temps de réfléchir à ça, il y a des mains qui m'empoignent par les chevilles et par le tour des épaules, et on me soulève du sol et on m'amène dans un champ qui borde la route.
Et je flotte pas comme sur un tapis volant, là. Il y a un mouvement d'oscillation de haut en bas, comme si des gens me tenaient et m'amenaient dans le champ. Et j'ai beau tourner la tête à gauche et à droite, je suis un peu paralysé, retenu par les bras et les jambes. Et j'ai beau tourner la tête à gauche, à droite, il n'y a personne, je ne vois personne. Et là, j'entends une première voix, qui est la voix de celui qui semble me tenir les chevilles, et qui dit « On va le tuer, on va le tuer ». Et j'entends une seconde voix, qui n'est pas la personne qui me tient par les épaules, mais qui semble être devant, comme s'il y avait un éclaireur à la troupe, qui lui dit « Non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur ». Ils vont répéter ça 3 ou 4 fois. Et ensuite, on me dépose dans l'herbe haute. Je dis souvent à des amis, un champ de blé d'Inde. Mais en réalité, c'était vraiment un champ en friche qui laissait en jachère. On me place dans le foin. Et là, je sens une pression entre les omoplates et tout s'arrête. As-tu tenté d'expliquer ça? D'aller chercher de l'information, 45 de consulter, d'appeler Charles Tisser à découverte, non, je ne sais pas, mais est-ce que tu as tenté d'expliquer ça sur une base scientifique? En fait, c'est une époque qui était quand même extraordinaire. Donc, je vis cette expérience-là. Je me retrouve assis dans mon champ en jachère, il n'y a rien. Je retourne à la route. J'ai franchi peut-être une 40aine de mètres dans le champ en question. Et il n'y a rien. D'ailleurs, les gens qui vivent là aujourd'hui, connaissent toute cette histoire-là. C'est quasiment devenu un pèlerinage. J'amène des gens, puis les gens me connaissent. Mais je ne l'ai jamais vraiment totalement expliqué. Quelques années après, j'ai vu un film à la télé qui s'appelait « Les créatures de l'ombre ». Et il y a une séquence où les créatures, ce sont des petites créatures qui font à peu près la taille d'une Barbie. Et on a fait un remake de ce film-là, mais le film dont je te parle date de 1973. Et mon expérience date de 1976. C'est quand même très important de le retenir. Et il y a une séquence, à un moment donné, où on voit ces 2 créatures-là qui sont sur le linoléum de la salle de bain. L'une tient un rasoir droit, un rasoir coupe-chou, et elle dit à sa consoeur, « On va la tuer », parlant de la maîtresse de la maison. Et l'autre de répondre, « Non, on va seulement lui faire peur ». Donc, tu comprends, moi qui est dans la maison, je vois ce discours-là à la télé. C'est pas sans me rappeler ce que j'ai vécu quelques années plus tôt dans le champ. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai de très, très bonnes connaissances sur les systèmes cognitifs, les sens cognitifs. Et il y a un phénomène rare, mais qu'on appelle la cryptomnésie, qui fait que ta mémoire pourrait enregistrer des événements sans que tu t'en rendes compte et les ressortir lorsqu'il y a un traumatisme quelconque. Okay. Donc, il est possible, ça n'explique pas tout, mais il est possible que ces phrases-là, ce discours-là, le film a peut-être été présenté à la télé, je me trouvais chez des amis ou chez moi, il jouait dans une pièce séparée, je l'ai entendu sans vraiment le retenir. Et des années après, lorsqu'est arrivé l'événement sur le bord de la route, mon cerveau a fait comme une sorte de court-circuit et a ramené cette information-là. Je crois, aujourd'hui, quand je t'en parle, Éric, je te raconte ce que je crois être la vérité. Mais je sais, après 45 ans passés dans le paranormal, que nos sens cognitifs peuvent nous jouer de très sérieux, des vilains tours. Et ce que l'on croit être la vérité n'est pas forcément la vérité factuelle. Il existe 2 types de réalité. On a la vérité psychologique, ce que je crois être vrai, et il y a la réalité factuelle. Si j'avais placé une caméra sur le bord de la route, qu'est-ce que j'aurais vu? On aurait peut-être vu quelque chose de tout à fait différent de ce que je te raconte. Et donc, suite à cet épisode-là, ton talent de communicateur s'est mis au service d'expliquer l'inexplicable, de faire des recherches davantage là-dessus. Amusant parce qu'à cette même époque, été 1976, pour les gens de la région, peut-être ça va rappeler quelque chose, il y a eu toute une série d'observations d'OVNI qui ont eu lieu à... En fait, c'était à la plage Brunet. C'est la plage Brunet, c'était du côté de Sabrevois, de l'autre côté de la rivière Richelieu, presque à la hauteur de là où j'avais vécu mon expérience. À l'époque, ça avait fait la une du Canada français. Et il y avait une organisation qui s'intéressait aux ovnis qui était venue sur place pour enquêter sur ces histoires-là. Et on avait publié un encart dans le journal en disant « Si vous avez vécu une expérience étrange, pas nécessairement liée à ces ovnis-là, mais quelque chose, bien, contactez-nous. » Et c'est amusant parce que ça a été ma première démarche. J'ai contacté ces gens-là qui ont vite considéré que mon histoire n'avait rien à voir avec les ovnis, mais ça a été mon premier pas dans l'investigation des phénomènes étranges. Et ensuite, ces phénomènes-là étaient devenus pour moi tellement importants. Et à l'époque, j'étais une éponge. Je croyais à peu près n'importe quoi. J'étais
prêt à accepter n'importe quoi. Donc, je suis allé à la bibliothèque municipale. Il faut dire que je ne m'intéressais pas du tout aux phénomènes paranormaux. Comme d'autres amis, on avait regardé à la télévision des séries comme Les Envahisseurs, on avait vu Star Wars et compagnie, mais je n'avais pas un intérêt pour ces sujets-là. Et là, j'arrive à la bibliothèque municipale et là, je vois des rayons entiers qui sont consacrés aux phénomènes paranormaux. Et là, je découvre que mon expérience n'est qu'une parmi des millions d'autres expériences paranormales. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de parler de ces sujets-là. Je suis passé de très croyant à très sceptique aujourd'hui, là, avec les années. Là. Mais néanmoins, j'avais envie de parler de ces sujets-là. C'était clair pour moi que mon objectif de vie serait de communiquer autour des phénomènes paranormaux. Après, évidemment, des conférences, des reportages, des chroniques à la radio, entre autres, mais à la télé aussi. Là, tu nous arrives avec une série de balados. Oui. Donc, tu poursuis toujours, évidemment, dans ce volet-là. Qu'est-ce que tu cherches à expliquer que tu n'as pas été encore en mesure d'expliquer aujourd'hui? En fait, ce qui m'anime, d'abord, il y a la passion des phénomènes paranormaux. Je dis souvent à des amis que les phénomènes paranormaux, c'est quelque chose de trop important pour laisser n'importe qui en dire n'importe quoi. Et c'est malheureusement ce que l'on retrouve dans le domaine du paranormal. Les phénomènes paranormaux existent depuis le début des temps. Ils ont toujours été là, un peu comme un filigrane à l'histoire de l'évolution humaine. Hein? Ouais. On croyait à des dieux, on faisait des rituels funéraires parce qu'on croyait dans l'Égypte antique qu'on se retrouverait dans un autre univers, dans un autre monde. Donc, cette croyance-là dans l'invisible a toujours été omniprésente dans l'histoire humaine. Et aujourd'hui encore, il est omniprésent, que ce soit par des observations d'ovnis, les histoires de fantômes et autres. Mais néanmoins, la science a fait de très sérieuses avancées et qui nous amènent à mieux comprendre ces phénomènes-là. Comment on peut mieux les domestiquer parce qu'il faut être bien conscient que dans la grande majorité de ces phénomènes-là, c'est plutôt notre imagination qui nous joue des tours. Et donc, à partir de là, nos sens cognitifs, quand on ne comprend pas bien comment nos sens cognitifs fonctionnent, bien évidemment, c'est la porte ouverte aux extrapolations à l'imaginaire. Et jusqu'à maintenant, on n'a aucune preuve qu'on est visité par des revenants. Il y a des gens qui racontent, on a des témoignages, mais on n'a pas la preuve de. C'est exactement la même chose avec les ovnis. C'est assez amusant, parce que quand les gens qui s'intéressent aux ovnis disent « on enquête sur les ovnis », on n'enquête pas sur les ovnis, on enquête sur les témoignages d'ovnis. Mais même les grands experts et grands scientifiques de ce monde, ou ceux qui travaillent à la NASA, eux-mêmes sont capables d'expliquer un certain nombre de choses, mais il y a un certain nombre de choses, malheureusement, qui restent encore inexpliquées. Et les recherches se poursuivent. Et elles vont perpétuellement se poursuivre. En fait, on a expliqué énormément de choses. Mais on aime bien... C'est le propre de l'être humain de croire au surnaturel. On aime croire en une espèce de monde magique où il y a des fées, des gnomes, des forces surnaturelles qui sont à l'œuvre. Les scientifiques ont quand même expliqué beaucoup de choses. Dans l'ensemble, quand on parle des phénomènes paranormaux en général, qu'on parle de toutes catégories confondues, on a à peu près 95 % des phénomènes qu'on peut expliquer de manière rationnelle. On a un noyau d'à peu près 5 % pour lesquels on n'a pas d'explication. Mais ne pas avoir d'explication ne nous force pas à accepter qu'on est visité par des revenants ou qu'on est visité par des extraterrestres. Ouais. Mais la différence avec toi, contrairement à d'autres, c'est que parfois, quand les gens nous parlent du paranormal, on a l'impression que les gens qui nous en parlent sont un peu, disons, hors allumés. Norme. Toi, on te sent quand même rationnel dans tout ça et dans cette recherche de la vérité, si on veut. Là. Mais donc, ça amène, disons, plus de crédibilité, disons, au message et au porte-parole lui-même. Tu vois, moi, Éric, ce qui m'intéresse dans le sujet du paranormal, c'est l'explication. Ouais. Mais l'explication, elle est complètement dénuée d'une forme de croyance. C'est-à-dire que si j'enquête sur une soi-disant observation d'OVNI et j'arrive à la conclusion, après avoir interrogé les témoins, après avoir vérifié l'environnement, que ce soir-là, il y avait un mariage asiatique de l'autre côté de la rivière et on a envoyé des lanternes, je suis tout aussi satisfait par l'explication que de dire « Oh, j'ai pas d'explication ». Christian Page, on aurait pu faire des heures et des heures. C'est incroyable. Donc, les gens peuvent évidemment visiter les médias sociaux, sites Internet, se renseigner sur les différents ouvrages ou les plus récentes balados mises en ligne. Si vous vous intéressez à ces phénomènes-là, bien, vous avez un expert pour le faire. Et en plus, bien, c'est un gars de chez nous. Oui, parfait. Merci beaucoup, mon cher. Ça m'a fait plaisir de ton invitation. À la prochaine. On se retrouver dans les studios 40 ans plus tard. Ça. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient tout de suite après ceci.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on drift, mon ami. Le roi du drift de Saint-Paul-l'Île-aux-Noix, recrue de l'année sur le plus grand circuit aux États-Unis, Tommy Lemaire est avec Pas nous. juste le roi, la recrue de l'année. Ah oui. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Bon, ces temps-ci, on parle beaucoup d'inflation, entre autres au niveau du prix des aliments. Quels sont les impacts de tout ça dans des organisations qui viennent en aide aux gens dans le besoin, notamment les Saint-Vincent-de-Paul, notamment celle de Saint-Jean-sur-Richelieu? On en discute avec son directeur, Yann Labelle. Bonjour et bienvenue. Salut. Là, de ce que je comprends, vous avez une augmentation des demandes d'aide, Oui. mais de l'autre côté, vous avez des enjeux d'approvisionnement. Oui. Parce qu'évidemment, il y a de l'inflation et que Exactement. tout coûte plus cher. Oui. C'est pas simple. C'est ça, c'est comme les deux données qu'il ne faut pas qu'il y ait dans ce sens-là. Et c'est ce sens-là que c'est parti. J'ai regardé les chiffres, tu sais, c'est 10 à 12 d'augmentation. Ça, c'est juste pour les deux Quand premiers même. mois de l'année. Tu sais, puis plus ça monte, plus les prix montent de tout, l'essence, les denrées, bien, plus qu'on reçoit des demandes. Ce matin, il y en avait encore plein de nouveaux. Tu sais, c'est surtout des nouvelles demandes qui fait que c'est impressionnant, en fait. C'est le statut social de la personne n'est plus le même. Des gens qui attendent trop longtemps avant de demander de l'aide. C'est un peu ça qui... Tu sais, les gens, ils sont comme « Ah, c'est pas pour moi » ou « Je suis gêné de le faire ». Puis c'est assez... on essaie de leur dire là, de ne pas attendre l'état d'urgence, mais nous, on n'a pas de contact avec ces gens-là tant qu'ils n'ont pas fait de demande. Puis de l'autre côté, il y a l'aspect... Avant, on avait beaucoup de dons des épiciers, Moisson Rive-Sud et tout. Puis, tu sais, je comprends, je pense que les stocks sont plus bas, les inventaires se tiennent plus bas pour contrôler, meilleur contrôle. Moi, j'ai un monde de restauration, puis je connais un peu ça. Mais ça fait qu'au bout de la ligne, on reçoit moins de choses. Puis ça, c'était assez évident, là, de 33 sur un... Si je compare de mois en mois, là, c'est 33 sur l'année passée de moins. Ah, ouais. Ça, c'est la réception de denrées. Fait que ce qui nous amène à faire qu'on sort de notre argent, de notre compte de banque, des sous pour acheter des céréales, d'autres sortes de cannes qu'on n'a pas, du pain, du lait, des œufs. On essaie de combler les besoins d'une personne qui a besoin d'aide. Puis d'un autre côté, on ne veut pas pénaliser ces gens-là. C'est important. On ne veut pas les pénaliser, les bénéficiaires. Fait qu'on essaie de combler dans notre compte de banque. Oui, mais c'est un jeu qui est quand même qui est pas simple. Non. Parce que là, si vous dites que d'un côté, vos demandes d'aide augmentent de Ouais. 10-12 de l'autre bord, vous avez 30 moins de denrées que vous recevez. Vous devez piger dans l'argent de la Saint-Vincent-de-Paul pour être capable de compenser. Mais ça reste quand même qu'au final, vous avez plus de monde qui demande de l'aide. Là. Exactement. Exact. Puis, tu sais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gens sont tout le temps généreux, là. Mais il y a surtout une demande, pas une demande, mais une hausse des dons au courant de novembre, décembre. Mais après le temps des fêtes, c'est de même ça chaque tombe. année, C'est toujours comme ça. Puis c'est ce que j'essaie de faire. C'est pour ça que j'ai donné mon entrevue avec le Canada français. Je trouvais ça important de le faire, de le dire, de le répéter. Les demandes d'aide, c'est à l'année. C'est à l'année. Mais là, le problème, c'est qu'on ne reçoit pas beaucoup de choses. Mais là, c'est parce que la guignolée, ça a un effet très marketing, très temps des fêtes, très mois de décembre. Mais comme on dit, je veux dire, vous avez besoin de ça 12 mois par année, pas juste à Noël. C'est ça. Là, on va se réinventer. Il faut sortir un peu des locaux. Il faut se montrer. Avec Fernand, mon président, on pense à plein de choses qu'on pourrait faire. Là, c'est sûr qu'on a le brunch de la mairesse qui est relancé le 10 avril. Mais tu sais, c'est pas juste ça. C'est vraiment... Je pense que l'important, c'est... Ce que j'ai remarqué, c'est d'aller dans la rue, d'aller dans les parcs, d'aller comme ça, montrer ce qu'on fait. Puis en faisant ça,
venez nous rencontrer. C'est ce que je trouve qui est le plus important pour un organisme. Ouais. Puis il y a des causes, évidemment, on va se le dire, qui sont plus sexy que d'autres. Bon, quand on parle d'enfants malades, ou bon, on peut comprendre. Quand on parle de pauvreté, bon, c'est une autre affaire. C'est sûr que c'est peut-être moins sexy comme cause, mais pourtant... Plus visible, par exemple. Mais plus visible. Oui, on les voit. Récemment, on faisait une entrevue justement sur le phénomène de l'itinérance à Saint-Jean qui avant était caché, alors que maintenant, ce phénomène-là ne l'est plus caché à Saint-Jean. Exactement. Et ça existe, là. Oui, c'est ça. Fait que c'est intéressant. Bien, c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment que la société évolue de ce sens-là, mais je crois que la sensibilisation face à la pauvreté est plus importante. Les gens, ils voient que le post-COVID qui s'en vient a laissé des marques. Les gens qui étaient enfermés chez eux par peur ou quoi que ce soit commencent à sortir, mais ces gens-là ont besoin d'aide. Fait que, on s'en rend compte un peu plus. Des vieux dossiers de 2019-2020 reviennent en surface. Des gens qui ne font plus partie de notre système qui reviennent aussi. Mais c'est une transformation de la pauvreté parce que, oui, avec la COVID, il y a des gens qui ont perdu leur emploi pendant, disons, un certain laps de temps, même dans certains cas plus longs. Mais de l'autre côté, la société nous dit qu'on est en pénurie de main-d'œuvre dans un paquet de domaines. Donc là, tu dis, OK, pénurie de main-d'œuvre, mais en même temps, quand bien même on donne des emplois à ces gens-là, est-ce que les gens ont une rémunération suffisante pour permettre de payer l'épicerie? C'est ça. Ça, c'est l'autre affaire. Il y a cette affaire-là. Il y a aussi tout le côté santé mentale qu'il ne faut pas négliger. Les gens ont négligé leur santé mentale pendant la COVID ou pendant les dernières années. Il ne faut pas négliger l'épuisement, les dépressions, l'anxiété que ça crée. Ça fait que les gens sur le marché du travail des fois, ils sont pas prêts à le faire. T'sais. Ils sont pas prêts à y aller tout de suite. La pression aussi, la pression sociale. Moi, j'exige, comment je pourrais dire, je suis pas là pour faire la morale aux gens qui viennent demander de l'aide. Ça, c'est sûr et certain. Je suis là pour les accompagner. Cette année, ce qu'on fait, on travaille beaucoup dans l'accompagnement. Je crois qu'avec la COVID, ce qu'on a oublié, c'est d'accompagner les bénéficiaires. On faisait juste... C'était plus transactionnel. Là, avec mon équipe, ce que je veux rétablir, c'est l'accompagnement. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Parce que, oui, nous, on a le côté alimentaire, mais il y a plein d'autres organismes qui peuvent comme les aider. Autant à juste trouver quelqu'un pour les accompagner au CSC, parce que des fois, il y en a besoin d'aide, et des gens qui arrivent, ils ont besoin de médication ou quoi que ce soit. C'est ce côté-là que la Saint-Vincent-de-Paul, il ne faut pas oublier, c'était ça c'est ça le trademark là, de la Saint-Vincent-de-Paul. Là. C'est l'accompagnement, être près des bénéficiaires. C'est pas transactionnel. C'est ce côté-là que j'essaie. Actuellement, vous aidez quoi? 2 000 à 3 000 personnes à peu près par année? Oui, en fait, on a fait 3 600 dépannages. Ça, c'est juste des boîtes. Ça compte même pas les dépannages le vendredi qu'on fait. Puis là, on a ajouté les mardis aussi pour combler, parce que la fin de semaine, les gens ont besoin d'aide. Quand on revenait les fins de semaine, on se rendait compte que des fois, c'était long. Quand vous regardez le portrait, le profil de votre clientèle, quel est le pourcentage qui travaille, mais qui n'arrive pas? Ah, bien là, on doit être au quart. Puis c'est alarmant. C'est incroyable. C'était 5-10 il y a quelques c'est années. ça. On doit être au quart. Là, donc, 25 de vos demandeurs d'aide travaillent dans la vie. Oui. J'ai des gens, des gens de la restauration qui commencent à retravailler, puis qui m'ont encore demandé des demandes d'aide pour cette semaine parce que ça commence tranquille, ils font pas beaucoup d'heures, ils ont accumulé des dettes, ils se sont sortis comme ils pouvaient, mais ils ont quand même besoin d'aide. Bon, là, vous avez le comptoir familial qui est sur la rue Saint-Jacques, assez haut, là, qui est rentable, qui donne des sous, ça vous donne des profits, ça vous aide? Oui, ça l'aide. Une chance qu'on l'a. Une chance qu'on l'a, sinon nos tablettes seraient vides. Là. Parce que, l'argent qu'on fait, les gens nous donnent des vêtements ou des petits mobiliers ou quoi que ce soit, puis on les revend. Puis le fait de les revendre, c'est 100 d'argent qui va directement au 150 Laurier, au centre de dépannage, qui nous permet justement d'acheter tout ce qui manque. C'est comme ça. C'est la personne qui a inventé la ça, roue qui tourne, c'est ça. Chance qu'elle a fait ça. Donc, les gens donnent des trucs, des vêtements, entre autres. Vous les vendez à prix modique. Très, 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 très modique. Donc, encore une fois, vous aidez du monde de ce bord-là, comme les manteaux d'hiver. Non, c'est bon. On a donné 210 manteaux d'hiver cette année aux bénéficiaires. On s'en sert aussi pour aider ou habiller nos gens. On aide beaucoup le centre de jour pour les itinérants. On leur donne beaucoup de vêtements pour ça. Fait qu'on ne fait pas juste non plus remplir côté argent le compte de banque. On aide comme on peut. Donc, si les gens veulent aider,
donner des vêtements ou des trucs, évidemment, sur la rue Saint-Jacques. Oui. D'autre part, bon, il y a le brunch de la mairesse qui s'en vient le 10 Ouais, avril, 10 le brunch avril. qui avait été reporté à cause de la COVID. Avez-vous encore des campagnes postales? Ça s'en vient. Moi, ce que je veux faire, c'est en faire une autre. Comme au début, mettons, au mois de mai, ça serait bien. C'est quelque chose qui pourrait sensibiliser les gens, de le faire autrement aussi, parce que les campagnes postales, c'est bon, mais ça s'essouffle. Je cherche quelque chose pour nous renouveler. Fait que... Mais l'idéal, c'est qu'on vous aide en vous donnant de l'argent ou en allant porter des Les deux. denrées sur la rue Laurier? Les deux. Il y a les pas, deux? Il n'y a Ouais. pas de sens. Tu sais, après l'article dans le Richelieu puis le Canada français, il y a plein de gens qui sont venus porter de la nourriture. Puis on était vraiment contents. Puis mon employé qui gère ça était hyper contente ce matin en découvrant tout ce qu'elle avait. Elle est comme wow. Puis tu sais, la Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Luc a fini les paniers de Noël. Ils nous ont tout redonné ce qui restait. Puis ça, pour elle, ce partenariat-là qu'on est en train de lier avec Saint-Luc, Iberville, Acadie, je trouve qu'il est plus en plus important. Puis cette année, je vais le cristalliser. C'est important de le faire. Bien, Yann Labelle, merci beaucoup de sensibiliser les gens à ce phénomène-là en souhaitant que ça vous a aussi sensibilisé à la maison puis que les gens seront davantage généreux et comprennent votre réalité qui se vit 12 mois par année et non pas juste au mois de décembre. Oui, exactement. Merci. Ça fait plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on drift, mon ami. Le roi du drift de Saint-Paul-l'Île-aux-Noix, recrue de l'année sur le plus grand circuit aux États-Unis, Tommy Lemaire est avec Pas nous. juste le roi, la recrue de l'année. Ah oui. Manquez pas ça. Mardi 22, mercredi 23 mars, Centre des aînés Joannès et la collecte de sang de la mairesse André Bouchard. Pour le moment, Emma Québec n'a pas changé ses directives depuis la COVID, donc on doit s'inscrire à l'avance par courriel pour, évidemment, donner de son sang. À demain.